Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Notre invité cette semaine, le docteur François Pernin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CLÉ, la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion. On va parler de toutes les problématiques sociales. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas le but de cette émission cette semaine, mais plutôt d'avoir une vision, votre vision globale, vous qui êtes très impliqué dans cette thématique sociale. Finalement, c'est le sens de votre démarche depuis déjà très très longtemps. Ah oui, vous me faites prendre Sociale, humaine. Oui. Très longtemps, oui. Humanitaire, donc sociale, sociétale. Tout d'abord, au contact des symptômes, en tant que médecin et appartenant à une association humanitaire, Médecins du Monde. Puis en tant que médecin, s'interrogeant si ça suffit de s'occuper des symptômes. Cette vérité, je l'ai découvert en m'apercevant que guérir un pauvre, c'est le renvoyer bien portant à sa misère, et ça n'a rien de satisfaisant. Donc le stade supérieur, c'est d'aller chercher les causes, pour aller chercher les bons traitements. Et ces causes, elles sont profondément politiques, et c'est là qu'il faut agir pour que la pauvreté recule. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans le monde en mouvement, il y a toujours la place pour cette analyse-là ? Est-ce que vous pensez que les politiques mettent suffisamment de place dans cette analyse ? Au niveau mondial, au niveau national, à l'évidence, non. Mais je crois que la force du problème est telle qu'elle va s'imposer de plus en plus au milieu des tables politiques, et que les politiques et les hommes politiques et les femmes politiques, quand je dis hommes, c'est avec un grand H, vont obligatoirement changer et s'adapter, tout comme pour la crise climatique, à ce problème qui est devenu incontournable, qu'on voit grossir, nous, depuis une trentaine d'années, mais qu'on a évité, qu'on n'a pas anticipé, qu'on a caché, comme actuellement le problème des retraites, d'autres problèmes comme celui-là. Mais avant tout, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler, je voudrais dire que notre pauvreté, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial, et nous sommes dans un pays relativement préservé. On est dans un pays où on ne meurt pas de faim ou de guerre. Ailleurs, c'est le cas. On est dans un pays où on ne meurt plus de certaines maladies, où on en meurt encore ailleurs, le paludisme. On est dans un pays où un certain nombre de noms de maladies qui font encore trembler ont disparu, la lèpre, la typhoïde, le choléra. Et on est dans un pays où le trait d'union entre cette pauvreté mondiale et la nôtre, ce sont les migrants, dont on ne parle plus actuellement, tout simplement parce qu'on a mis au garage les bateaux qui allaient les sauver. Et ces migrants, c'est un véritable problème aussi que l'on cache, que l'on confine dans les frontières où ces migrants sont retenus, et dont on ne parle plus, mais qui va à nouveau nous exploser au visage parce qu'on ne l'anticipe pas. Ça, je voulais le dire en préambule, parce qu'on n'en parlera plus. C'est la question justement que j'allais vous poser, à l'instar de ce qui se passe pour les gilets jaunes ou pour les retraités. Ce problème des migrants, il va revenir selon vous comme un boomerang ? Bien sûr, parce que c'est une réalité. Et les réalités, on peut les retarder. Vous savez, quand vous faites votre feuille d'impôt, vous la faites le dernier jour à minuit, mais vous la faites. C'est la même chose. On peut reculer, la masquer, anticiper. On a masqué le problème des migrants, on masque le problème de la pauvreté. Le problème des gilets jaunes, qui était prévisible, il a explosé à nos yeux. Personne n'a vu le venir de ceux qui n'étaient pas sur le terrain. Le problème des retraites, actuellement, il n'a pas été anticipé à l'époque où il le fallait. C'est pas la faute de ce gouvernement, le problème est là. N'importe quel gouvernement a eu cette bombe entre les mains, et on peut multiplier les exemples que cela. La crise écologique, bien sûr. Alors on peut reculer, on peut se masquer, mais le problème est tellement réel qu'il sera là. Et puis c'est tout. Donc j'ai aucune inquiétude sur la prise en charge politique du problème, parce que le problème est là. Et quand on entend justement des vérités toutes faites, comme finalement on n'arrive pas à résoudre nos problèmes sociaux, nos problèmes d'emploi, et c'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas forcément aux problèmes des migrants, ça vous fait bondir ? Non, depuis 40 ans, je ne bondis plus. J'attends tranquillement et j'essaye d'apporter ma pierre, et tous ceux au milieu duquel je suis, parce que je ne suis pas un chef de file, apportent chacun leur pierre tranquillement. Je crois que quand un problème politique est majeur, comme celui de la pauvreté, pourquoi est-il majeur ? Parce qu'il ne fait qu'augmenter au fil des années, parce qu'il s'inscrit dans la durée, parce qu'il coûte très cher en budgets sociaux, un pognon de dingue, pourrait-on dire, parce qu'il génère de façon réactionnelle une économie de la misère qui plombe tout un pays, parce que les gens qui sont touchés ont une espérance de vie
amoindrit. La pauvreté, ça tue. Quand on a un tel problème, il est bien évident que l'évaluation de ce qui se fait nous fait dire que les politiques qui sont mises actuellement en place sont insuffisantes et qu'il va falloir faire mieux. Et on en parlera peut-être tout au long de ces interviews. Cette pauvreté, elle est omniprésente aujourd'hui. Vous l'avez anticipée avec les associations, avec Médecins du Monde dont on parlait ce matin aussi. Mais aujourd'hui, elle est là, et bien là. Et il y a des éléments qui le montrent. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, la crise aujourd'hui dans le domaine des retraites. Elle remonte à la surface. Oui, puis je vais même dire que les statistiques qui sont nécessaires mais pas suffisantes nous ont dit d'une façon étonnante, nous on le voit venir, mais que nous avons 500 000 pauvres de plus. On est passé de 8,7 millions à 9,5 millions pour toute la France, avec des critères de définition qui en plus sont totalement insuffisants. Ça prouve bien qu'il y a une discordance. Il y a une phrase que j'aime bien qui est tirée d'un livre d'il y a une dizaine d'années, La France invisible, qui dit qu'un sentiment de décalage profond prend corps entre le vécu des citoyens et sa représentation dans le discours politique et statistique. Une discordance et un décalage entre le vécu des citoyens et le discours politique et statistique. Et ça, c'est très vrai, et ça provoque des explosions. Et une crise comme les Gilets jaunes est une manifestation mineure des explosions qui nous attendent. On a un discours politique, un discours statistique lénifiant. On dit aux gens, le chômage s'améliore, le produit intérieur brut augmente, le pouvoir d'achat a augmenté, et de l'autre côté, des gens qui vivent l'inverse et dont on ne parle pas. Et ça, c'est extrêmement mortifère et explosif parce que ces gens-là disent « je n'existe pas ». Et quand ces gens-là sont dans leur solitude, ils se plongent dans le désespoir. Quand ces gens-là se regroupent, comme l'ont fait les Gilets jaunes, à ce moment-là, ils ne peuvent que manifester parce qu'ils ne pèsent rien, ils ne sont pas calculés, ils ne sont pas pris en compte. Et cette classe sociale des Gilets jaunes, elle a émergé aux yeux de tous et à la surprise de certains. Sur les statistiques, vous, sur la définition même de la pauvreté, il y a des choses qui ne vont pas. Oui. Vous savez, pour traiter les choses, il faut les nommer. Et c'est Camus qui disait mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Et c'est vrai, on en a l'exemple là tout de suite. On a une définition purement monétaire et arithmétique. On a un seuil de pauvreté, c'est le 60% du revenu médian. Si vous êtes au-dessus, vous êtes quoi? Vous êtes riche. Si vous êtes en dessous, vous êtes pauvre. Alors actuellement, c'est aux environs de 1 000 euros. Le défaut de cela, qui a une apparence scientifique, c'est qu'on n'a jamais expérimenté s'il était possible de vivre décemment avec ce seuil de pauvreté. La réponse est le plus souvent non. Et puis ce chiffre de pauvreté, on peut le faire varier, ça peut être 50%, 40%, et à ce moment-là, on modifie le chiffre des pauvres totalement artificiellement. La pauvreté, c'est tout à fait autre chose, ça correspond à une définition beaucoup plus intelligente et qui est déjà adoptée par un certain nombre d'instances et qui constitue à dire que la pauvreté, c'est ne pas avoir les moyens, les pouvoirs et les choix d'avoir son autonomie économique ou de la retrouver et d'avoir une place dans la vie de la société dans laquelle on est. Voilà une véritable définition, et cette définition alors débouche sur différents critères. Est-ce qu'au niveau du pouvoir d'achat, on a ce qu'il faut? Est-ce qu'au niveau du logement? Est-ce qu'au niveau de l'éducation? Au niveau de l'accès à la culture, l'accès à la justice, l'accès à la santé, pour ses enfants, etc. Il y a une douzaine de critères déclinés objectivement, et on peut dire à ce moment-là, vous êtes pauvre, vous l'êtes moins, vous ne l'êtes pas, et c'est pas purement monétaire. On peut très bien avoir 800 euros par mois et finalement s'en sortir, si on est propriétaire de sa maison, si on a un jardin, si on vit dans un petit périmètre au village, et puis avoir 2 500 euros et être pauvre. La définition actuelle n'entre pas dans ces réalités, et les pratiques, parce qu'elles déclenchent par un effet cliquet les droits sociaux ou elles ne les déclenchent pas, c'est son seul intérêt. Adopter une définition comme je viens de vous le dire, ce serait un saut conceptuel extraordinaire, et on en est encore loin, hélas, parce qu'elle fait peur. Il y aura beaucoup plus de pauvres comme ça. On pourrait le faire, justement, faire rentrer cette définition philosophique dans les cases des critères sociaux pour l'attribution des aides? Pour le faire, je parle de la France, on ne parle pas actuellement de la Corse, on a pris de l'avance. Pour le faire, il faudrait pour cela que politiquement, on se donne tous les moyens de prendre en charge l'envergure de ce problème. Et qu'on a un problème qui touche 9 500 000 personnes avec une définition foireuse,
qui touche sa jeunesse, qui ne fait qu'augmenter dans la durée, eh bien c'est la guerre. Eh bien la guerre, on ne la fait pas sans un ministère des armées. Nous n'avons pas de ministère de lutte contre la pauvreté. On a une balkanisation des ministères, et pour avoir le plan pauvreté qu'on a actuellement et qui est incomplet, on a dû réunir 5 ministères, nommer un délégué interministériel. On ne fait pas la guerre avec un délégué interministériel et 5 ministères. Il nous faut un ministère dédié à cela. On parlait de cette définition de la pauvreté hier et du fait qu'on puisse faire rentrer cette définition dans des cases administratives. Bon, conceptuellement, vous nous avez dit que ce n'est pas encore vraiment le cas en France. Par contre, long combat. On n'a pas de ministère de la pauvreté au niveau français. En Corse, on a avancé plus vite. Oui. Je veux dire qu'en Corse, on a 2 pas d'avance sur ce qui fait sur l'est du continent, mais on est quand même en retard. Mais on a 2 pas d'avance. Disons qu'au niveau de la prise de conscience et la prise de conscience politique, il y a eu un long travail de maturation, mais qui a abouti en 2015 à la charte de lutte contre la précarité qui est dans le PADUC, 10 pages dans 3000 pages, mais qui disent que la pauvreté est un problème politique qu'il faut prendre en tant que tel. Et dans ce PADUC, on définit les zones fragiles, les espaces remarquables et l'épaisseur du trait. Cette charte nous dit que la zone fragile, c'est l'homme, l'espace remarquable, c'est l'enfant, et l'épaisseur du trait, la dignité qu'on va leur donner. Voilà ce que dit la charte de lutte contre la précarité. C'est un texte vide, creux, comme les droits de l'homme. Mais maintenant, il est là. Et on peut dire qu'on respecte ou pas les droits de l'homme et qu'on respecte ou pas cette charte. Puis très vite, avec la nouvelle mandature, maintenant qu'elle est là, elle n'est plus tellement nouvelle, mais la mandature nationaliste, ils ont embrayé là-dessus parce qu'ils ont pris conscience extrêmement vite, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait cette confiance, que la pauvreté était réellement un problème politique à prendre en charge. Ça a été très vite. Et là, et on nous a sollicité pour participer à cela, et ça a été un grand honneur, un grand plaisir, on a eu un plan de lutte contre la pauvreté, le premier du genre, qui est pour nous partiel, qui ne s'attaque qu'à certains chapitres de la pauvreté, il ne faut pas se contenter de ça, mais on avait une véritable projet, un véritable plan adopté à l'unanimité, et il faut le souligner. Et aussi la mise en marche de l'armée politique en nommant un conseiller exécutif, actuellement Mme Bianca Fazzi, sur ce thème, avec toute une équipe administrative derrière, et avec un chef du file, qui est le président de l'exécutif, et qui est embrayé aussi par le président de l'Assemblée, qui lui-même mène des commissions sur ce thème, et le CESEC aussi, dont je fais partie, Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui a pris en main aussi ce problème. Alors on peut dire qu'on a ce pas d'avance dans la conceptualisation, dans la prise en charge politique. Maintenant, et tout le monde doit poser la question, où vous en êtes de la mise en œuvre. Et bien sûr que c'est là qu'on achoppe encore, face à une pauvreté qui a démarré bien avant nous, et qui court encore plus vite que nous. Donc on est toujours en retard. Sur cette charte, est-ce qu'elle est, on va dire, opposable au tiers ? Est-ce qu'elle peut avoir force de loi un peu dans le PADUC, qui est un super document d'urbanisme ? Est-ce que ces 10 pages, elles peuvent servir de moteur à ça ? Je voudrais d'abord rendre hommage à une grande dame qui est Maria Guidicelli, qui a beaucoup travaillé sur ce PADUC et qui a voulu cette charte, et je suis en hommage, parce que je suis apolitique, et moi ça ne me fait pas peur de rendre hommage à tous les bords, et qu'il a vraiment voulu. Alors est-ce qu'elle est opposable ? Non, mais elle y est. Elle y est. Alors le PADUC, on pense avant tout mon plume, mon terrain, le littoral, la montagne. Moi, je vois avant tout ces 10 pages-là, parce que de 20 ans, on a oublié là, tous les plans où on se chamaille sur les bouts de terrain, mais ces pages-là, elles vont rester, elles sont historiques. Maintenant, il faut les faire vivre. Mais cette démarche-là, politiquement, était absolument nécessaire pour les faire vivre ensuite. Est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui beaucoup de temps entre cette signature et la mise en vie de ces mesures ? Est-ce que pour vous, ça ne va pas assez vite ? Non, ça ne va pas assez vite, comme je vous l'ai dit, mais il y a une accélération du mouvement. On avait commencé, nous, en 2004 à en parler. C'est en 2009 qu'on a commencé à être invité sous la mandature de M. Camille de Rocasser, où là, les premières bases avaient été jetées. Donc, vous voyez, ça s'accélère, le mouvement. Maintenant, il faut à la fois compléter ce plan politique qui est trop partiel, comme le plan national, et s'axer beaucoup sur la mise en œuvre pratique des mesures. Et il y a un certain nombre de mesures qui commencent à se mettre en place, mais ne sont pas assez spectaculaires pour les gens qui vivent la pauvreté actuellement. Parce que les gens qui nous écoutent, qui sont en situation de pauvreté, ils vont dire « oui, mais qu'est-ce qui se passe pour moi aujourd'hui ?» Je leur dis très franchement rien. Mais un certain nombre de choses se mettent en place. Mais il y a cette lenteur dont on va parler qui fait que sur le terrain, celui qui est en situation de pauvreté est toujours en situation de pauvreté ce soir.
On parlait justement de ce rôle qui doit être rendu aux pauvres dans la conception de toutes les politiques liées à la précarité. Aujourd'hui, pour vous, on ne les écoute pas assez, on ne les entend pas assez? Alors il y a eu un événement extraordinaire, très émouvant, c'est qu'une jeune femme, économiste française, a eu le prix Nobel d'économie, enfin, le prix de la Banque de Suez en la mémoire d'Alfred Nobel, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est de la deuxième fois qu'une femme a le prix d'économie, et les Français qui ont eu des prix Nobel, ça se compte sur les doigts de la main. Et cette femme maintenant, au niveau international, elle s'est assise, qui permet de soutenir un peu mieux nos propos, qui étaient considérés comme des propos amateurs. Oui, les principaux intéressés par les dispositifs, les principaux intéressés par les organisations, les principaux intéressés par les politiques ne sont pas consultés. Et ça paraît être une évidence que de consulter les principaux intéressés. Bien, ils ne le sont pas. Les pauvres ne font pas partie de nos tables rondes. Les pauvres ne font pas partie de la conception. Les pauvres ne font pas partie d'une grande absence de nos politiques qui est l'évaluation. Or, Esther Duflo travaille sur le terrain au niveau international, va voir ce que font les pauvres eux-mêmes dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier, pour évaluer l'impact des politiques nationales et internationales et pour mettre en lumière ce qu'ils font. Et on voit que ce qui marche le mieux, c'est ce qu'ils mettent en place eux-mêmes le plus souvent. Et ça, même nous, au niveau associatif, nous avons du mal à le faire, nous avons volonté de le faire, mais faire des pauvres de véritables partenaires. Et certaines associations en pointe, comme Secours catholique, Secours populaire, ATD Quart Monde, qui est une immense association et qui réfléchit beaucoup, font des pauvres des partenaires de leur politique, de leur mise en place, comme acteurs aussi de mise en place des politiques. Et cette philosophie-là, si on l'appliquait au chômage, interrogeons les chômeurs, si on l'appliquait aux retraités, si on l'appliquait aux problèmes de droits sociaux, si on l'appliquait dans le domaine de la justice, on avancerait beaucoup plus vite, parce qu'actuellement, et surtout en France, on a une politique très pyramidale qui est pensée là-haut et qui doit redescendre en bas, et la vie de la base, il n'est pas pris, ou bien dans des pseudo-grands-messes où on est invité, mais où les conclusions sont déjà écrites. On avancerait plus vite, et pas forcément avec beaucoup plus d'argent. Oui, vous avez prononcé le mot. Dès que politiquement on met en place une politique, on dit « j'ai amené tant de millions d'euros ». Non. C'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est plus d'intelligence collective, et ces méthodes-là, nous utilisons, et que lorsqu'on fait un plan, quel que soit le plan, on s'aperçoit que 80% des solutions que l'on met sur la table ne valent pas 1 euro. Alors moi, j'ai une formule, vous savez bien qu'il y a une diminution en euros actuellement, on est quand même de moins en moins riche. Eh bien, quand il y a une diminution en euros, il faut une augmentation en neurones. Hein, c'est ça qu'il nous faut. Et parce que les bonnes solutions vont venir de là et non pas du nombre de millions qu'on va étaler pour faire du toujours plus comme avant. Il nous faut de l'innovation, il nous faut du nouveau, et ce nouveau, on ne va pas le sortir forcément du chapeau, on va le sortir en allant voir ce qui se passe sur le terrain, en ayant une cellule qui devrait prendre naissance à la collectivité, que j'appelle une cellule de parangonnage, c'est le mot français pour dire benchmarking, c'est-à-dire aller chercher les bons exemples ailleurs, dans notre région, au niveau national, au niveau international, pour ne pas réinventer la poudre, mais voir ce qui a marché ailleurs et l'appliquer ici. Et très souvent, on voit bien que ça ne coûte pas un sou, que c'est parfaitement approprié par la population, que ça impacte, et que c'est très efficace. Esther Duflo, c'est un espoir? Immense. C'est une révolution que de dire en économie la pauvreté est un problème et de sortir des équations qui n'ont jamais rien donné. Immense espoir. Membre du CESEC également, oui. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Environnemental, c'est très important, ça a été rajouté, ça a été voulu. Et culturel aussi, c'est une spécificité. Et culturel aussi, c'est une spécificité corse. Oui. Justement, quand on parle d'environnement, on entend beaucoup parler d'environnement, de préservation du milieu naturel, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par préserver l'humain? Ça relève de la même cause. On vit actuellement une crise que je ne qualifierais pas de sociale, mais de crise humanitaire, parce qu'elle met l'homme en danger, sa vie physique et sa vie mentale, et que, nous le voyons, nous mettons la nature, la planète sur laquelle nous vivons en danger. Ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est la vie humaine sur la planète à cause de nos bêtises.
Et ça relève de la même cause, parce qu'on n'est pas dans le hasard, on est dans le structurel. Notre pauvreté est structurelle, notre crise climatique est structurelle. Ça vient d'un système économique mondial qui marche très bien. Pour qu'un système marche, il faut qu'il atteigne son objectif. Notre système économique atteint son objectif, et son objectif, c'est visiblement pas l'écologie ni l'homme, c'est de faire du profit le plus vite possible et le mieux possible. Et ça, il y arrive très bien. On a un système économique prédateur de l'homme et prédateur de la nature. On n'est pas dans le hasard, nous avons tout construit. Et il y a un grand bonhomme dont on connaît à peine le nom, comme tous les grands bonhommes, Joseph Wrezinski, qui disait que la misère est l'œuvre de l'homme, seul l'homme peut la détruire. Et ça vient d'une phrase de Victor Hugo qui a plus de 100 ans, qui à l'Assemblée nationale avait prononcé un discours mémorable où il disait « il faut détruire la misère », déjà, en citant des cas dans les rues de Paris qu'on peut reprendre aujourd'hui parce que ce sont les mêmes. Donc voilà le but, détruire la misère. Alors, ce système économique mondial, c'est pas encore ce qu'on pourra le renverser, on en subit les avatars, mais c'est bien sûr là qu'il va falloir agir. Vous connaissez les chiffres comme moi, actuellement, et le chiffre diminue d'année en année, les 26 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres, c'est-à-dire la moitié de l'humanité. On en est là. En France, les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses et les 5% les plus pauvres, 10%. Nous en sommes là. C'est un système qui ne peut plus aller plus loin parce qu'il va provoquer des révoltes et mondiales et nationales. On a tous les ingrédients pour que ça se passe comme ça. Alors c'est un combat qui n'est pas à notre envergure, nous, petites associations, mais qu'il faut mener, il faut changer la donne. On ne peut plus fonctionner comme ça. Renverser le système économique mondial. Il y a des exemples, mais embryonnaires. Il y a eu de mauvais exemples. On a vu des systèmes politiques qui étaient devenus plus terribles que ce qu'ils dénonçaient. Il y a des exemples locaux, micro-régionaux. Il y a l'immense espoir de l'économie sociale et solidaire, qui est quand même une voie dont on parle trop peu, qui est un peu ridiculisée. C'est pour les écolos cool en t-shirt avec les cheveux longs. Non. Ils ont une vérité là, parce qu'ils ont des circuits courts, des modèles de développement respectueux de la nature et de l'homme. Leurs emplois, qu'ils créent, sont donnés pour l'homme et pas pour faire du profit. On arrive à employer des gens handicapés, des chômeurs de longue durée. C'est la philosophie du territoire zéro chômeur, dont on parlera peut-être. Mais cette économie sociale et solidaire, c'est pas de la blague. C'est quelque chose d'avenir. Elle crée plus d'1 million d'emplois en France. Mais elle est un petit peu prise pour une solution amateur. C'est des babacools. Parce qu'actuellement, on est dans une pensée unique. C'est là où est le problème, finalement. Oui, on subit les avatars des systèmes mondiaux et dans tous les pays avec des déclinaisons différentes. Vous savez, il y a une grosse étude que je vous engage à lire qui s'appelle « Les dimensions cachées de la pauvreté » qui a été menée par ATD Quart Monde et par l'Université d'Oxford, qui a été menée dans 6 pays différents, de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, et on retrouve les mêmes causes partout, mais qui se déclinent de façon différente. Notre misère en France n'est pas la misère du Mali ou du Bangladesh, mais c'est la même misère avec les mêmes causes. Et c'est très intéressant à lire, c'est une étude qui s'est faite par le terrain, d'intelligence collective, croisant des économistes, des gens de terrain, des acteurs sociaux, et je crois qu'en suivant ce genre d'études, on aura des vraies solutions. On parlait ce matin de l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie chance, une vraie idée, une vraie solution. Il nous faut, quand on est devant un problème qui ne trouve pas ses solutions, la solution, c'est pas de faire du toujours plus comme avant, c'est d'innover. Il faut avoir des idées nouvelles, ou bien des idées qui se passent ailleurs, mais qu'on n'a pas encore expérimentées chez nous. Ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de les expérimenter sur des micro-territoires. Et parmi ces idées, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a le revenu universel, le territoire zéro chômeur, des tas d'autres idées comme ça qui sont dans les tuyaux et qu'il faut savoir quand même avoir le courage d'appliquer sur des petites populations, dans des durées données, expérimenter, comme le fait Esther Duflo, dont on parlait tout à l'heure, et puis les dupliquer, les multiplier si ça marche bien. Mais si on n'innove pas, on va faire du comme avant. Et le comme avant, on est en échec, et dans un échec qui augmente.
Le revenu universel, on en avait entendu parler d'abord dans la campagne des présidentielles avec Benoît Hamon et son conseiller économique. On en a entendu parler en Corse aussi avec le positionnement du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne. Oui. Et puis le territoire zéro chômeur, c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup, même s'il y a eu des couacs, on se souvient de ce fameux territoire zéro chômeur avec la sous-préfète de Sartène qui avait émis des avis défavorables. Ah oui, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Oui. Ça fait partie des innovations. Je ne sais pas si ça marchera au bout du compte ou pas, mais c'est des idées nouvelles. La philosophie du revenu universel, est-ce qu'il faut vraiment que Mme Bettencourt touche autant que le SDF du coin de la rue ? Je ne pense pas. Il y a différentes sortes d'applications du revenu universel, mais sa philosophie, c'est de donner un petit pécule à une personne pour qu'il puisse avoir un petit minimum vital et développer ses talents. Dans tout système où il y a de l'argent, il y a des resquilleurs, il y a des gens qui n'en font pas bon usage. Mais laissons tomber ça, parce que c'est minoritaire. Mais j'entendais parler, moi, à une émission sur l'universel, à quelqu'un qui a une fibre humanitaire, une fibre associative, qui dit, moi, si j'ai un petit pécule, je lâche mon boulot et je fonce. Je fonce dans l'associatif. D'autres pourront changer de boulot, faire d'autres études et s'améliorer. Ils sortent, grâce à ça, de ce qu'Esther Duflo, dont on parle souvent, il faudra l'inviter, appelle le piège de la pauvreté. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain budget, on ne peut que plonger un peu plus dans la pauvreté. Si vous avez en dessous d'un certain budget un incident de santé, la voiture en panne, l'expulsion, le divorce, vous plongez. Au-dessus d'un certain budget, vous commencez à vous sortir parce que vous êtes capable de faire des économies, capable de vous éduquer, d'éduquer vos enfants, capable de monter une petite entreprise, vous en sortez. Il y a un seuil qui appelle le véritable seuil de pauvreté, le piège de la pauvreté. Ben, ce revenu universel pourrait permettre à certains de sortir de ce piège de la pauvreté. Alors comment l'appliquer, je ne sais pas, il y a différentes façons. Est-ce que ça doit être saupoudré de façon aveugle et à tout le monde dans un pays ? Est-ce que ça doit être donné à un certain nombre de gens qui sont dans le piège de la pauvreté ? C'est ce que je crois. Comment l'appliquer ? Il y a ce qu'on appelle un système assez compliqué à expliquer, j'en serais bien incapable, l'impôt négatif, qui permet, à partir de la somme d'imposition que l'on a et qui maintenant qui est informatisée, de savoir de façon dégressive celui qui aura droit de façon totale ou partielle à ce revenu universel. Mais je crois qu'il faut s'y lancer et de façon expérimentale sur une population donnée. Équité plutôt qu'égalité. Équité plutôt qu'égalité. Moi, je dirais humanité, impliquer nos trois règles qui sont sur notre drapeau, liberté, égalité, puis la troisième qu'on oublie tout, mais qui contient la clé, fraternité, bien évidemment. Mais ça, c'est sur notre drapeau, je n'ai pas inventé. Ça permettrait de résoudre... On va commencer vous êtes fort de vous, on va commencer à utiliser les grands mots. Bien sûr que sans humanité, que sans fraternité, et je vais dire le gros mot, sans amour, on n'y arrivera pas. Sans amour, on n'y arrivera pas. On va poursuivre un petit peu sur ce territoire, sur cette économie sociale et solidaire dont on a parlé hier. Oui. Ça peut aller, on disait un petit peu hors micro, ça peut aller du très bien au moins bien. Non, on est dans l'expérimentation, mais on a eu un exemple fascinant. La personne est venue à Ajaccio au congrès de Régions et Peuples Solidaires qui a eu au mois d'août où j'étais invité aussi. C'est le maire de Languette, ce petit village d'Astérix en Bretagne, où ce maire très récemment a encore fait parler de lui en mettant un arrêté anti-pesticides qui disait on n'a pas le droit de mettre du pesticide à plus de 20 mètres des maisons, à moins de 20 mètres des maisons, parce qu'il a retrouvé dans les échantillons de prélèvement d'urine des enfants des pesticides. Bon, c'est quand même grave. Et puis on lui dit, vous n'avez pas le droit, ça sera 5 mètres. Il a été condamné. Enfin, il a été jugé. Mais il a remué toute la France. Voilà. Il a posé le problème. Il a interpellé. Eh bien, ce maire d'un village de 700 habitants, ce qui est petit pour la France, ce qui est pour nous énorme, a fait un village entièrement en développement durable. C'est-à-dire qu'il produit l'électricité de son village, que la cantine de l'école est alimentée par les produits du terroir, que dans son conseil municipal, il dit « Je n'ai pas un conseil municipal dévolu au développement durable, tout le monde fait du développement durable », etc. C'est-à-dire qu'il a fait un petit oasis de développement durable à l'échelon d'un village de 700 habitants. Et c'est peut-être la bonne échelle. Donc voilà une idée de paranganage, comme on disait tout à l'heure, à peut-être imiter tout à fait en Corse, puisqu'on est dans un territoire rural, avec des villages qui sont guère plus gros et souvent plus petits. Et on peut se lancer à cette échelle-là à faire ça. Et en jouant là-dessus, on joue sur différents cordages de la pauvreté. On joue sur l'accès aux besoins physiologiques fondamentaux.
On donne l'électricité à chacun, on donne un meilleur logement, une meilleure nourriture. On crée des emplois, forcément, puisqu'on fait vivre les agriculteurs, qu'on crée sûrement des emplois de type sociaux. On joue sur le lien social. On peut imaginer que dans ce village, l'ambiance est différente. Et puis enfin, on joue sur la politique nationale, parce qu'un petit maire d'un petit village de 700 habitants dans une zone rurale reculée est exemplaire pour toute la France. Il va faire bouger forcément la loi sur l'épandage des pesticides. Alors justement, on va arriver dans la période des municipales. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans certaines villes, dans certains villages? On est dans un certain confort, dans un certain conformisme, on te dit c'est trop difficile, on n'y va pas. Ah, là, je vous invite à inviter de futurs maires et de futurs candidats, là, ils ont sûrement les réponses. Pourquoi on ne le fait pas? Comme dans beaucoup de choses, on a peur de l'innovation, et puis on est dans le long terme. Or, le temps politique, on est hélas dans le court terme. Or, pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, il faut être dans le long terme. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être démagogue, d'être impopulaire, pour poser les bons jalons qui vont résoudre un problème sur les 20 ans qui viennent. Le problème de la pauvreté, il faut des mesures immédiates, des mesures à moyen terme, et des mesures structurelles du long terme, il faut savoir les prendre. Et en politique, hélas, on a envie d'être élu, et les mesures à long terme, on hésite à les prendre. On voit bien maintenant, et sans porter de jugement politique, qu'il faut bien s'attaquer au problème des retraites, qu'il faut bien s'attaquer à tel ou tel problème, parce que si on ne le fait pas, de toute façon, on va dans le mur. Et en faisant cela, bien sûr, on heurte le court terme, certains intérêts particuliers, et on oublie le long terme. Mais je ne juge pas les mesures qui sont prises là et que je ne connais pas dans le détail, loin de là. Hein. Mais je dis qu'il faut s'attaquer au problème, et s'attaquer politiquement au problème, il faut avoir le courage de faire du long terme. D'après vous, est-ce que ça risque d'aggraver les choses Bien évidemment. Maintenant, on sait que la pauvreté s'est étendue, qu'elle touche des tranches de population qu'elle ne touchait pas avant, et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas bien capter, et les retraités font partie de cela. Il y a des retraités pauvres, c'est-à-dire des gens qui, au bout d'une vie de travail honorable, un travail qui doit apporter le nécessaire et au-delà, se retrouvent dans une situation de pauvreté et qu'ils ne le savent même pas. Et lorsque, en plus, le conjoint décède, que la conjointe n'a pas travaillé, parce que c'est souvent la conjointe, se retrouve avec la moitié de la retraite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé durement, qui se retrouvent avec des retraites de 400, 600 euros. Dans une maison qui prend l'eau, où le chauffage est défaillant, qui sont des passoires thermiques, et qui sont dans une situation de pauvreté. Il y avait eu un film remarquable il y a quelques années par Gisèle Casabianca qui s'appelait Aiuto, et qui allait interroger des femmes, très souvent, en milieu rural pauvre. Et il y en a une qui était emmitouflée dans ses couvertures, assise sur une chaise près d'un chauffage de sortude dans sa chambre, qui disait « Je mange, et puis c'est tout. » Voilà. Hein. D'autres, Lévi, qui disait « Être pauvre, c'est qu'être comme une flamme de bougie, on fait du surplace et on s'éteint. » Ces phrases-là, on ne les entend pas, parce qu'on ne va pas au contact de ces gens-là qui ne sortent pas de chez eux. J'ai encore le souvenir d'une infirmière que je connais qui a été visiter un malade le 26 décembre, le lendemain de Noël, et ce malade nonagénaire l'attendait avec un verre de champagne parce que c'est la seule visite qu'il avait eue dans cette période-là. Donc voilà les retraités pauvres, et c'est Xavier Emmanueli, cet immense bonhomme dont on n'a pas encore parlé, qui dit qu'il y a une pauvreté de biens et une pauvreté de liens. Et je crois que dans la pauvreté, et c'est bien marqué, on cherche toutes les causes les plus dures, le pouvoir d'achat, tout ça. La cause la plus dure, c'est l'estime de soi et le regard que portent les autres sur vous. C'est ça la cause la plus dure. Alors, on vient aux retraites, et actuellement, on a ce qu'on n'avait pas avant, c'est des intermittents du travail. Des jeunes qui vont travailler 3 mois, 6 mois, et puis ne plus travailler. Ceux-là, quelle retraite ils auront quand ils ne pensent pas encore, parce qu'ils ont 20 ans, 30 ans, dans 30 ou 40 ans, ou dans 20 ans, quelle retraite ils auront, ceux-là? Ceux-là sont des pauvres structurels inscrits. Et puis on n'en parle pas, mais ils existent, ce sont les immigrés, dont s'occupe une association à Ouabast, qui traite des dossiers d'un immigré qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé, qui arrive là et qui voit que finalement il n'a jamais été déclaré. Donc sa retraite, c'est 0 €. C'est-à-dire que ce qu'il a cotisé, un patron voyou l'a empoché, il ne l'a jamais versé là où il fallait. Ces gens-là se retrouvent en caleçon et veste, à 70 ans, coupés de leur famille qui est déjà morte dans le pays, isolés ici, avec le regard qu'on jette sur les immigrés, et qui n'a rien. Ça aussi, c'est des réalités. Finalement, il faut ouvrir les yeux sur le fait que la pauvreté, elle a plusieurs visages, elle peut avoir plusieurs visages. Elle a plusieurs visages, elle touche
et c'est le plus terrible, ça doit être l'urgence, c'est le trou de la jeunesse, c'est-à-dire des enfants qui naissent dans des milieux pauvres, qui naissent dans la pauvreté, qui n'auront que la pauvreté comme modèle et qui deviendront adultes. Et ces gens-là, maintenant, ils sont de la génération pauvreté, quels sont leurs repères, leur façon de penser, leur façon d'agir, on ne le sait pas trop. Et il y a ce film remarquable, Les Misérables, qui montre cette pauvreté des banlieues qu'on n'a pas chez nous et qui est une poche aussi de révolution sociale explosive, parce que la vraie révolution va venir de là. Et on voit ces gamins sans repères, laissés à eux-mêmes, avec des systèmes D pour s'en sortir. La vraie pauvreté, elle est là, c'est toute cette génération sans repères, avec des valeurs différentes, avec une éducation brinque-ballante, qui n'ont pas bénéficié de nos 3 valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et ça peut déboucher sur des comportements, comme on voit. Bien sûr, on le voit tous les jours. On a des zones de non-droit, des zones graves et des zones de future explosion terribles, parce que les armes circulent, parce que la drogue est au milieu, parce que le droit du pays ne s'y applique plus et que tous ces jeunes en désespoir. La dernière image de ce film, Les Misérables, résume tout, hein, allez le voir, mais elle résume tout. Ce jeune qui a un cocktail Molotov dans un escalier et qui va ou pas le lancer sur les policiers, et ça s'arrête là. S'il le lance, c'est le début de la révolution sociale, et un jour ça arrivera. On parlait hier de cette révolution sociale qui est finalement... Qui couve, qui est en train de se préparer. On ne va pas dire qui est en marche. Oui. C'est une évolution normale d'un problème qui, depuis, on l'a dit, hein, c'est pas la faute de ce gouvernement, mais qui n'a jamais été pris en charge comme il le fallait. Je me souviens encore une phrase de Manuel Valls du temps qu'il était Premier ministre, au moment où le quinquennat se terminait, où il disait « Je me demande, et réellement, hein, si le problème du prochain quinquennat, ça ne sera pas la pauvreté ». Cette prévention politique tardive, elle est étonnante. Chez nous, en Corse, on l'a dit, elle a été plus précoce. Mais là, on récupère des évolutions parfaitement prévisibles de ce qui va se passer si on ne fait rien de plus à une grande échelle. Donc ça couve, c'est ce que vous disiez. Oui, on le voit, hein, gilets jaunes, retraite, le moindre mouvement devient extrêmement violent et se termine dans la rue et donne la parole à des gens... qui ne l'ont jamais et qui sont dans des situations de pauvreté, puis c'est tout. Hein. Quelles premières mesures il faudrait prendre pour lutter contre ça déjà ? Changer le regard peut-être, changer de braquet ? Alors, vous posez la question piège si on n'identifie pas la nature du problème. La nature du problème, elle est complexe, point. Ça veut dire que, Maria, si je vous donne 2 ou 3 solutions de terrain, vous allez me dire, bon ça va, c'est pas avec ces bricoles-là que vous y arrivez. Et puis si je vous dis que l'objectif, c'est de détruire la misère, vous allez me dire, docteur, prenez une tisane, calmez-vous, vous rêvez. Hein. Faut tenir les 2 bouts. L'objectif, pour moi, c'est détruire la misère, mais on n'est pas à la radio, donc si j'étais à la radio, je reformulerais, je dirais, il faut réduire de façon significative le phénomène de la pauvreté. Non, il faut détruire la misère, ça c'est l'objectif. Et puis, au bout du coup, il y a les actions. Et ces actions, elles ne prendront forme et cohérence et crédibilité que si on les rattache dans un plan qui tient les 2 bouts. Prenons l'exemple, vous êtes dans une région inconnue, vous marchez, vous allez dans une direction, vous avez le choix de le faire au bord d'un précipice, la nuit, les yeux bandés, ou de jour, avec une carte dans les mains et une boussole. Vous choisissez la seconde solution. Et cette seconde solution, on ne l'a pas encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision globale de la pauvreté, l'objectif qui est clairement déterminé, les différents axes stratégiques et les actions qui s'y raccordent. Lorsqu'on aura cette carte, tout le monde saura que la petite action qu'il mène se raccorde à tel axe et à tel but. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes des tailleurs de pierre, chacun dans notre coin, et en ayant cette carte, nous devenons des bâtisseurs de cathédrales. C'est la formule des compagnons du Tour de France du Moyen-Âge. Et cette cathédrale, chez nous, elle s'appelle la Corse, et cette construction ne peut pas se faire sans sa jeunesse. Voilà. Donc il nous faut cette visibilité, cette cartographie qui nous donne le but final et partagé, tout politique confondu, et à ce moment-là, chaque action, chaque axe prendra du sens, et chacun saura qu'il est un bâtisseur de cathédrale et plus un tailleur de pierre. La jeunesse, est-ce qu'il ne faudrait pas des cours dans les collèges, dans les lycées, pour apprendre à appréhender tout ça Oui, mais des cours donnés par les jeunes, avec les vieux qui écoutent. Donc
Elle est là la solution Bien aussi. sûr, ils ont des tas de choses à dire, ils sont capables de faire des tas de choses. Et l'avenir, il est dans leurs mains. Il faut leur donner du pouvoir, il faut leur donner de l'initiative. Et je l'ai vu en étant invité à ces formateurs qui donnent les cours par alternance, c'est-à-dire les cours théoriques et les cours en entreprise, avec des chefs d'entreprise militants qui les prennent et qu'on voit heureux de prendre ces jeunes, et parfois des moins jeunes, et ces éducateurs, ces formateurs qui sont heureux d'avoir ces jeunes, parce que ils sont bons, ils sont forts, et ils ont les idées nouvelles. Nous, on est des vieux tromblons. Les métiers de l'avenir, on ne les connaît pas. Eux les connaissent. Ils sont capables de changer de braquet. Et tout comme les pauvres pour la pauvreté, sur les politiques de la jeunesse, faut faire rentrer les jeunes, il faut les écouter. On va conclure justement avec les municipales qui arrivent. Est-ce qu'avec la clé que vous présidez, la coordination de lutte contre l'exclusion interassociative, de lutte contre l'exclusion, vous allez, comme lors des derniers scrutins, adresser un courrier à chaque candidat ? Oui, pour Ajaccio, qui est actuellement notre champ d'activité, on va adresser une lettre aux différentes listes, une lettre d'interpellation, comme on le fait depuis 2001, et qui marque, puisque d'abord on est pris en compte, hein, les candidats et les futurs élus nous écoutent et nous lisent, et puis on les oblige à répondre sur un certain nombre de sujets qui nous semblent importants, comme d'autres le font dans leur champ de compétences, et c'est ça la démocratie. Et c'est un temps démocratique très fort. On parlait à la première émission du Monde. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas dans la démocratie. La démocratie, c'est avoir un calendrier électoral qui se tient, avoir des lois électorales, avoir un vote où on peut avoir des recours, ou après avoir voté librement, on ne va pas en prison. On a cette chance. Alors, je crois que ne pas aller voter, c'est vraiment le cas de voter ce droit, mais je comprends qu'un certain nombre de gens n'aient pas envie d'aller voter parce qu'on ne parle pas d'eux, mais on espère que par cette lettre, on parlera d'eux. Sur les précédents courriers que vous aviez adressés, est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport aux questions que vous avez posées ? Oui, je prends un exemple tout bête de 2001, on s'en souvient même plus, à Ajaccio. Les familles des prisonniers à la maison d'arrêt, toute une situation qu'on ignore, attendaient dans l'abribus situé en face. Voilà. On avait posé la question, et depuis, un local en face, géré par la Croix-Rouge, se tient, où les familles peuvent être à l'abri, où les enfants peuvent être gardés, etc. Voilà un petit détail, on en parlait, petite action, mais qui se raccorde à un axe. Et l'axe de la prison, de la justice, est un sujet à lui tout seul. Je voudrais vous raconter une petite parabole que je n'ai pas inventée, qui m'a été racontée par une grande dame d'ici, Laetitia Couki, la présidente d'INSEM, et qui n'a pas inventé elle-même, c'est la parabole du colibri. C'est un immense incendie de forêt, comme il se passe en Australie. Tous les animaux sont atterrés, tétanisés, regardent ce feu impuissant. Et puis il remarque un petit colibri, le plus petit oiseau du monde, qui les survole, qui tient dans son bec 3 gouttes d'eau et qui les largue comme un canadair microscopique sur le feu. Et puis il fait le manège en allant dans sa mare, ramener 3 gouttes d'eau, ainsi de suite. Alors les animaux rigolent et ils disent au colibri, mais t'es ridicule, ça sert à quoi ce que tu fais ? Alors colibri leur répond, mais au retour, pour pas lâcher les 3 gouttes d'eau comme le fromage du corbeau, il leur dit, je fais ma part, et il s'en va. Alors un certain nombre d'animaux commencent à réfléchir, et un certain nombre d'animaux se mettent en marche, l'éléphant avec sa trompe, le lama en crachant, le pélican avec son grand gosier, et chacun commence à faire sa part. Et le feu commence à s'éteindre. Et d'autres commencent à faire leur part. Je crois qu'au milieu associatif, on fait notre part. On a une goutte d'eau. Et plus que cette goutte d'eau, c'est peut-être l'exemplarité qu'on donne qui compte. Donner envie à d'autres personnes de s'engager dans le secteur où ils sont, donner envie à des jeunes de s'engager. Et notre action sans le savoir, c'est peut-être de celle de ce colibri. Pas la goutte d'eau qu'on apporte, mais l'exemple que sans savoir on donne. Et moi, dans ma vie, j'ai été frappé par des gens exemplaires et ils ne le savent pas. Combien ils m'ont marqué et que ce n'est pas leur goutte d'eau, mais le survol de la tête des gens qui a compté. Merci beaucoup, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous retrouvera avec le courrier donc de la clé aux différents candidats, notamment à Ajaccio. On vous retrouvera pour les rencontres de la solidarité aussi qui se déroulent chaque année au mois d'octobre. À moins que la pauvreté ait complètement disparu d'ici là. Dans ces cas-là, on viendra le dire. Voilà. On viendra faire ouvrir une bouteille de champagne pour justement oui, volontiers. Merci. Fêter cela. Merci beaucoup, Dr Pernin. Merci, à bientôt. À